De nouveaux cas d'Omicron signalés ce matin au Portugal et en Écosse. De nouveau, ce nouveau variant qui inquiète les gouvernements au point de provoquer aujourd'hui une réunion des ministres du G7. L'OMS évoque ce matin un risque très élevé pour le monde. Cette nouvelle souche est-elle réellement plus dangereuse? Élément de réponse dans un instant. Fermeté et volonté de dialogue affichée dans les Antilles françaises. Sébastien Lecornu est en Guadeloupe où il rencontrera aujourd'hui des représentants de l'intersyndicale. Le ministre des Outre-mer prêt à discuter des revendications sanitaires. Pour autant, a-t-il déjà redit, l'obligation vaccinale sera maintenue sur l'île. Et puis reprise des négociations à Vienne. Aujourd'hui, discussion sur le nucléaire iranien dans un climat délétère. Pendant les 5 mois d'interruption, l'Iran a poursuivi la montée en puissance de son programme nucléaire. L'arrivée à Téhéran d'un nouveau président interroge également les observateurs, pas vraiment optimistes. C'est ce que nous dira dans quelques instants Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal. Les ministres de la Santé du G7 se réunissent donc aujourd'hui en urgence à Londres. Rendez-vous dans un contexte de grande nervosité alors qu'un nouveau variant a suscité tout le week-end l'inquiétude. Omicron a déjà poussé plusieurs pays à se barricader, à annoncer la fermeture de leurs frontières. Malgré ces nouvelles mesures, des cas ont été détectés dans plusieurs pays, dont la France. On ignore pour le moment à quel point ce nouveau variant pourrait ou non s'avérer menaçant. Explication en images avec Florent Rodeau. Malgré les recommandations de l'OMS, le pays est désormais coupé du reste du monde. L'Afrique du Sud se dit punie pour avoir détecté en premier le nouveau variant Omicron qui fait frémir la planète. Sur place, le président Ramaphosa crie à l'injustice. Selon lui, fermer les frontières est inutile. L'urgence, c'est la vaccination. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Et les faits lui donnent raison. En quelques jours seulement, Omicron a déjà été détecté dans au moins une dizaine de pays. Quasiment tous les continents sont touchés. Sa propagation mondiale semble donc inéluctable. Alors, que sait-on aujourd'hui de ce nouveau variant? Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors, est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Faudra-t-il adapter les vaccins? À ce stade, rien n'est exclu. L'avantage, c'est que la synthèse d'ARN messager qui est à la base de ces vaccins est relativement facile à mettre en œuvre. Donc voilà, mais là, les entreprises ont estimé qu'il est de l'ordre de 6 semaines. Donc pendant ce temps-là, il va falloir continuer à adopter peut-être des restrictions de déplacement et en tout cas un maintien très strict des règles des gestes barrières. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Aucune réponse n'est attendue avant plusieurs semaines. Et l'obligation vaccinale à l'origine, vous le savez, de la crise dans les Antilles françaises. Cette obligation qui ne sera pas levée, a redit hier le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu, arrivé hier en Guadeloupe, va rencontrer aujourd'hui l'intersyndicale pour échanger sur les revendications sanitaires. D'ores et déjà, le ministre a affiché fermeté et volonté de dialogue. Les explications avec Marc Pope. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les manifestants sont toujours mobilisés. À la colère contre l'obligation vaccinale se sont ajoutées d'autres revendications. Chômage, vie chère, autonomie sont autant de sujets que les syndicalistes veulent mettre au menu des discussions avec le ministre des Outre-mer. Nous constatons, nous le peuple et même les élus, que nous n'avons pas la main en Guadeloupe en termes de décision. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une pédagogie pour le peuple guadeloupéen, le peuple lambda, le Guadeloupéen lambda, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Sébastien Lecornu, lui, est arrivé dimanche sur place dans ce contexte tendu. Si les 2 dernières nuits ont été plus calmes que les précédentes, la colère est toujours présente. Même si le ministre s'est dit prêt à parler d'autonomie devant une délégation syndicale, il a répété que l'obligation vaccinale repoussée au 31 décembre ne serait pas levée. Il critique par ailleurs la demande des syndicats de libérer des personnes condamnées ces derniers jours pour violence. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes demain, je le dis, mais je leur dirai aussi droit dans les yeux qu'ils doivent condamner les violences, d'où qu'elles viennent. Sébastien Lecornu prendra ensuite la direction mardi de la Martinique, où les blocages sont toujours très nombreux.
Les habitants disent l'attendre de pied ferme. L'arrivée de M. Lecornu doit correspondre à aussi l'affirmation d'une volonté d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que nous posons. Les visites de courtoisie, les visites à la va-vite dans nos pays ne servent à rien. Sur l'île, l'État et les élus locaux ont d'ores et déjà signé un accord de méthode pour sortir de la crise. Le texte fixe la date, le lieu et la composition de cet atelier thématique comme la santé, la vie chère ou encore la jeunesse, afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des Martiniquais. Après 5 mois de pause, les négociateurs sur le nucléaire iranien se retrouvent cet après-midi à Vienne. Une reprise des discussions dans une atmosphère des plus tendues. La partie iranienne rappelle d'ailleurs ce matin qu'aucun échange bilatéral n'est envisagé avec la délégation américaine. Voilà donc pour l'ambiance. Sur le fond, les analystes sont peu optimistes sur les chances de ressusciter rapidement l'accord international de 2015. La correspondance à Téhéran de Siavosh Ghazi. Le gouvernement a changé en Iran et donc l'équipe de négociateurs nucléaire a également changé. Ce sont maintenant des conservateurs qui se retrouvent à la table des négociations avec des positions plus dures. D'ailleurs, le chef des négociateurs nucléaires iraniens, Ali Bagheri Kani, a affirmé que ces négociations devaient porter sur la levée des sanctions américaines imposées contre l'Iran depuis 2018 et non pas sur l'aspect nucléaire. Donc pas question de revenir sur l'aspect nucléaire, ni sur le programme balistique ou encore les activités de l'Iran dans la région. Le seul objectif, c'est comment lever les sanctions américaines et avoir des garanties pour qu'un futur éventuel gouvernement américain ne sorte pas de nouveau de l'accord nucléaire et ne réimpose pas de nouvelles sanctions contre Téhéran. Donc le ton est clair côté iranien. Ce sont des positions très dures qui rendent difficile un accord avec les grandes puissances, puisque de leur côté, les pays occidentaux demandent à Téhéran de faire des gestes. Téhéran est prêt à faire des gestes et à limiter de nouveau son programme nucléaire si effectivement les États-Unis annulent toutes les sanctions qui ont été imposées depuis 2018. Or, Washington refuse de lever toutes ces sanctions, puisqu'une partie de ces sanctions ont été imposées contre l'Iran, par exemple pour des raisons d'activités terroristes ou de soutien à des groupes considérés comme terroristes par les pays occidentaux. Et ce procès à présent qui s'ouvre aujourd'hui à New York, 2 ans après le suicide en prison du milliardaire Jeffrey Epstein, son ex-compagne Ghislaine Maxwell va commencer à être jugée. Les débats sont lancés ce lundi. Ils porteront sur le niveau de responsabilité de la Britannique, accusée d'avoir recruté des jeunes filles mineures pour le financer et son entourage, crimes pour lesquels elle encourt la perpétuité. Explication. Était-elle un simple pion de Jeffrey Epstein ou une associée zélée et opportuniste? Voilà la question à laquelle devront répondre les jurés à l'issue du procès de Ghislaine Maxwell, ancienne compagne du milliardaire. Âgée de 59 ans, elle est soupçonnée d'avoir joué le rôle de rabatteuse et d'avoir recruté entre 1994 et 2004 des jeunes filles mineures exploitées sexuellement par Jeffrey Epstein et d'y avoir parfois participé. Pour les proches de l'accusé et les avocats de la défense, Ghislaine Maxwell sert de bouc émissaire depuis le suicide en prison de Jeffrey Epstein en 2019. Ce n'est pas tout à fait un coup monté, mais néanmoins les pièces ont été bricolées pour que Ghislaine soit obligée de faire face aux accusations auxquelles Epstein n'a jamais été confronté à sa place. Elle paye le prix lourd, celui du sang. Elle est traitée comme une coupable. Ghislaine Maxwell, elle plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Lors d'anciens témoignages, elle a admis qu'en tant qu'employée, elle avait trouvé à Jeffrey Epstein des masseuses professionnelles. En 2008, le milliardaire a été condamné pour avoir engagé des mineurs pour des actes sexuels, délit pour lequel il avait fait 13 mois de prison. Le procès de Ghislaine Maxwell devrait durer 6 semaines. Elle encourt la prison à perpétuité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'info revient dans quelques instants sur France 24. Elle se poursuit également sur notre site internet. Toujours la même adresse, www.france24.com. À tout à l'heure.